Dans cette série de vidéos, je vais présenter, expliquer puis illustrer différentes statistiques de référence utiles à l'économie et à la géopolitique. Il ne s'agit pas de faire de brèves présentations en s'arrêtant aux éléments les plus connus. On trouve déjà de nombreuses présentations du PIB ou de l'IDH sur Internet. Il ne s'agit pas non plus de lire des pages de Wikipédia, mais plutôt d'approfondir en découvrant d'autres statistiques et en montrant aussi leurs limites et leur pertinence. Donc commençons par une stat souvent citée, le PIB. On le définit comme la production de richesse sur un territoire donné et en un temps donné, le plus souvent par pays et sur la durée d'un an. En effet, on trouve aussi des mesures de PIB des grandes villes, la première étant Tokyo avec 1617 milliards de dollars en 2014, soit plus que l'Espagne concentrée dans une mégapole. Et l'INSEE propose des calculs trimestriels du PIB. Pour calculer la richesse produite, il faut additionner toutes les valeurs ajoutées des productions de biens et de services, c'est-à-dire le prix auquel ils sont vendus, moins le prix des ressources détruites ou transformées lors de la production. Par exemple, un fabricant de chaises en bois qui achète 10 € de bois pour faire une chaise qu'il vend 30 € aura ajouté 20 € de PIB. Cependant, le PIB comporte de nombreuses lacunes. Tout d'abord, il fluctue en fonction de l'inflation et de la déflation, c'est-à-dire la hausse ou la baisse moyenne des prix, mais qu'on résume généralement par l'inflation. Alors, pour éviter de confondre une perte de production avec de la déflation, ou une hausse de production avec de l'inflation, il faut prendre le PIB réel, le PIB en euros constants, ou le PIB en volume, qui diffère de l'euro courant, car il se calcule en retirant l'inflation. Le calcul du PIB en volume et de son évolution permet de remarquer que la plupart des pays surestiment leur PIB et leur taux de croissance d'une année sur l'autre, car les pays ont généralement de l'inflation, surtout quand ils ont de la croissance. Si l'on prend le cas de la France, on constate que le PIB en volume est constamment en dessous du PIB en valeur. Nous avons donc tendance à surestimer notre production et parfois notre croissance. Il est donc important de s'assurer d'être face à un graphique en volume. Toujours concernant la France, vous avez ici un PIB en dollars américains courants non corrigé de l'inflation. Les données de ce graphique ont l'inconvénient supplémentaire de changer lorsque la valeur des autres monnaies évolue. Dans le second graphique, nous n'avons pas un PIB, mais un taux de croissance. Mais c'est celui du PIB réel. Cette précision permet d'expliquer pourquoi dans le premier graphique, le PIB semble diminuer régulièrement, alors que celui-ci affiche toujours un taux positif, à l'exception de l'année 2009. Il est donc très important de cliquer sur « Plus d'ensemble de données » lorsque vous obtenez un graphique sur la page de recherche Google. Si le PIB réel permet d'avoir une bonne estimation de la création de richesse dans un pays, notamment d'une année sur l'autre, cela devient caduque lorsque les monnaies sont différentes et fluctuent, comme lorsque l'on compare les deux graphiques vus précédemment. Le PIB en parité pouvoir d'achat a donc été mis au point pour pallier à ce problème. Cet indice calcule la production de biens et de services en donnant une même valeur à chaque activité, peu importe le prix auquel il est vendu. Cela permet de retirer l'écart entre les monnaies fortes et les monnaies faibles. En effet, beaucoup d'économies sont sous-évaluées, car les prix sont à l'échelle de leur pouvoir d'achat. Et la plupart des pays produisent habitations, nourriture et parfois vêtements, ainsi que de nombreux services qui, s'ils sont considérés à la même valeur, rehaussent le montant de leur production. Lorsque l'on regarde le classement en PIB par PPA, parité pouvoir d'achat, on remarque que les pays à forte démographie et à monnaie faible remontent dans le classement. Par exemple, avec ce mode de calcul, la Chine dépasse les États-Unis en production de richesse dès 2014. Et l'on remarque que le classement des pays au PIB les plus élevés est différent du classement habituel. Le classement dit des premières économies mondiales passerait d'États-Unis premiers, puis Chine, Japon, Allemagne, Royaume-Uni et France, à Chine première, États-Unis, Inde, Japon, Allemagne, Russie, et la France serait en 10e position. Cette comptabilité en parité pouvoir d'achat est très peu avantageuse pour les pays dits du Nord, ou anciennement industrialisés, ou autrement aux pays du G7 et de l'OCDE, qui perdent presque tous des places dans ce classement. Maintenant que nous avons ajusté en volume et en parité pouvoir d'achat, on se fait une bonne idée de la taille des différentes économies, des transformations de ressources et composants, et des services rendus dans un pays. Mais cependant, lorsque l'on prend différents pays avec leur démographie et leurs différents modes de consommation, on voit que pour un même PIB, les habitants de deux pays n'ont vraiment pas les mêmes conditions matérielles. Il est alors plus pertinent d'utiliser le PIB par habitant,
et encore mieux le PIB par habitant en parité pouvoir d'achat. Pour l'obtenir, il suffit de diviser le PIB par le nombre d'habitants. Ce chiffre donne une moyenne de la production de richesse par personne. Mais on ne trouve pas de pays où l'ensemble de la population travaille. De ce fait, le PIB par habitant n'est pas le meilleur moyen d'estimer la productivité au travail, mais reste utile pour estimer les richesses produites. Si l'on veut considérer la productivité, il vaut alors mieux utiliser le PIB par personne employée ou par heure travaillée. Par exemple, je vais prendre la France et l'Allemagne. En France, le PIB par employé et le PIB par heure travaillée est supérieur à celui de l'Allemagne, alors que le PIB par habitant est plus faible en France, à cause de la faible proportion d'actifs et d'un taux de chômage supérieur pour la France. Toute la partie que nous venons de voir concerne la production de richesse, mais le PIB permet aussi de calculer d'autres indices, comme le revenu national brut. Le RNB permet d'approcher le montant total des revenus d'un pays, en calculant les revenus de ses agents économiques plutôt que l'ensemble des productions sur son territoire. Pour cela, il faut additionner le PIB et les flux de revenus vers le pays, avec les activités à l'étranger, les frontaliers, les travailleurs saisonniers, les revenus de propriété, les intérêts et les subventions, moins les impôts sur la production. Puis il faut y retirer les revenus versés à l'étranger. On va donc constater un décalage selon les relations économiques qu'entretiennent les différents pays. Par exemple, l'Allemagne passe de 4 514 milliards à 4 641 milliards de dollars courants lorsque l'on passe du PIB au RNB selon l'OCDE. Cette statistique qui concerne mieux les capacités des économies est utilisée pour plafonner les cotisations à l'Union européenne, mais elle sert aussi à calculer un indice fréquemment utilisé, l'IDH. Nous n'allons pas l'aborder ici, mais plutôt dans un ensemble de statistiques qui s'intéressent au niveau de vie et au bien-être. Après avoir vu de nombreuses statistiques découlant du PIB, il est important de ne pas surinterpréter les données. Un PIB mesure toutes les productions indifféremment que ce soit des armes ou des médicaments. Il ne mesure pas le travail domestique ou le bénévolat. Faire soi-même le ménage n'ajoute pas de PIB, alors que payer une entreprise pour envoyer quelqu'un le faire chez nous y contribue. Aussi, le PIB ne tient pas compte de la répartition des richesses. Pour toutes ces raisons, il est important de garder à l'esprit la nature exacte de chaque donnée. Mais même si le PIB ne mesure que la richesse produite, il reste utile dans son domaine, c'est-à-dire tant que l'on s'intéresse à la production de richesse sur un territoire. Ensuite, il faut bien choisir l'indicateur selon le sujet. Si l'on parle de finance, il vaudra mieux utiliser la valeur en euros courants sur le PIB ou le RNB, pour utiliser le montant en usage et avoir donc de bonnes estimations. Pour estimer les richesses matérielles, en revanche, il vaudra mieux utiliser les statistiques en parité de pouvoir d'achat. Pour les comparaisons et le confort matériel, les mesures par habitant sont plutôt appropriées. Quant à la productivité, elle se mesure plutôt par le PIB horaire et peut s'ajuster en PIB horaire en parité de pouvoir d'achat, selon ce qui nous intéresse. Donc je reprends, toutes ces statistiques sont utiles, mais il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'elles montrent explicitement. Pour aller au-delà, il faut de nouvelles sources permettant d'expliquer ce qu'il se passe derrière tous ces chiffres.